Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes toujours au bon endroit pour ce qui est d'avoir le maximum d'informations. Les sujets qui passionnent toute la Côte d'Ivoire sont abordés ici même et nous sommes tout heureux de vous retrouver donc, tous les soirs de 19h jusqu'à 20h30. Ce soir, ça va vous étonner, nous ne recevrons pas Donald Trump. Donald Trump qui a été condamné, ou en tous les cas, un tribunal du Colorado a dit Donald Trump ne peut pas être candidat, ne devrait pas être candidat. C'est une vraie déflagration du côté des États-Unis. On en parlera en d'autres lieux, mais une chose est sûre, la démocratie américaine est une démocratie de paradoxe, là où on peut être parfois un peu laxiste, mais d'autre part, on est très dur, et c'est le cas de Donald Trump. On reste toujours aux États-Unis, on ne recevra pas Elon Musk. Pourquoi? Parce que dites-vous, Christelle, que ces véhicules Tesla sont les véhicules les plus accidentogènes aux États-Unis. Ce sont les véhicules dans lesquels on fait beaucoup d'accidents parce que, pour rappel, c'est la technologie, c'est des véhicules parfois qui sont pilotés sans pilote, sans conducteur, et le conducteur peut être tranquille en train de boire son petit thé. Beaucoup d'accidents. Et Elon Musk, attention, la science ne peut pas tout résoudre. Bonsoir à tous. Christelle. Bonsoir. Bonsoir André, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours très heureux d'être en votre compagnie. Ce soir, les sujets sont comme ça, les sujets d'actualité. Ça a déjà fait le débat déjà à notre niveau. C'est clair qu'ici, avec vous, on continuera à le faire. Isabelle Vauveur est parmi nous ce soir. Isabelle, bonsoir. Bonsoir à tous. Élisée Boloubeux, Barry est avec bonsoir, nous, Christelle. Daouda est là. Bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Comme j'aime à le dire, vas-y. En rouge et noir aujourd'hui, en Zorda. On Zogoda, C'est voilà. bien. Quand le noir est dedans, même si le ça rouge est là, suffit, c'est pas bien franchement. grave. J'adore. Le 7 est fait. Je pense que... On y va. Un gros sujet sur la Coupe d'Afrique des Nations à venir. Vous le savez, la Côte d'Ivoire sera le centre du monde footballistique à partir du 13 janvier et ce jusqu'au 11 février. Mais déjà, on se pose beaucoup de questions. Dans quelles conditions allons-nous regarder cette CAN? Eh bien, les éléphants qu'on va choisir, 54 bonhommes ou 53 joueurs, il faudra nous dire qui sont ceux qui partiront dans le bateau. Et puis, évidemment, Sébastien Haller. Pas trop Serait-il Pas trop sûr, voilà. en train de nous donner des sueurs froides? On en parle dans cette émission. Exactement. La première des choses, André, c'est cette nouvelle, ce communiqué qui a fait donc rage sur les réseaux sociaux. Diffuserons-nous ou pas? Surtout pour les espaces publics, la CAN. Et donc, on a tourné en dérision pour certains, demander au COCAN est-ce qu'on a la permission de faire ci ou ça. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit simplement d'une mesure qui sera expliquée par nos amis ici sur ce plateau. Et on comprendra tous pourquoi cette mesure est arrivée. Évidemment, on s'appesantira sur les 53 choisis par notre sélectionneur. Mais avant, André, une petite nouvelle du côté de l'éducation nationale. Les élèves qui doivent aller juste regarder, ils auront la capacité d'aller regarder les matchs des éléphants. Après ça, il y a cours, André. C'est vrai que la CAN, c'est un rendez-vous qui va électriser tous les compartiments de la société, l'éducation nationale aussi. La mesure, elle est connue depuis un moment. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en avait parlé. Et puis là, au sorti du Conseil des ministres, on nous a dit clairement il n'y aura pas de congé CAN pour ce qui concerne l'éducation nationale. C'est une information, on va dire, tout à fait officielle, on le sait maintenant, mais avec une courte précision, chaque match des éléphants sera évidemment chômé, férié et payé pour les acteurs de l'éducation nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est une très bonne chose. Ça va permettre aux gens d'aller suivre parce qu'on sait que même s'ils partaient à l'école, ils allaient refuser d'y aller. Mais pourquoi, je veux dire, le ministère, peut-être le gouvernement prend cette décision-là plus ou moins? On le sait tous, le quantum horaire au niveau de l'éducation nationale est très, très, très vaste. Et donc, si on se permet, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, de se donner un mois de congé, c'est sûr et certain que les élèves de l'éducation nationale ne pourront pas finir leur programme scolaire. D'autant plus que depuis des années, le système scolaire ivoirien est en souffrance. Et il y a eu même les EGENA qui ont permis de rehausser le niveau de notre éducation. C'est pour cette raison qu'il y a cette mesure. Mais pour ceux qui sont de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, eux, ils ont carrément congé pendant ce mois de, comment on appelle ça, cette CAN-là, parce que
ils seront utilisés comme main-d'œuvre parce que, puisqu'ils vont faire, leurs cours sont en semestre, donc ils vont faire une partie de façon théorique et de façon pratique, ils iront durant la CAN pour aller s'exercer sur le terrain. Très bien. Alors Isabelle Vauvor, il s'agit bien des matchs de Côte d'Ivoire, pas sur l'entièreté de la compétition. Il faut être bien précise là-dessus. Oui, alors il faut savoir que la Côte d'Ivoire avait organisé la CAN il y a 40 ans. Donc pour nombre de jeunes aujourd'hui, c'est leur première CAN. Donc c'est vraiment l'occasion pour eux de vraiment vivre pleinement cet événement qui est inédit, où vraiment toutes les caméras du monde entier seront focus sur la Côte d'Ivoire, leur permet de pouvoir accéder, donc avoir accès aux différents stades, ou alors regarder le match avec des amis ou des parents à la maison, etc. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Après, il faudrait vraiment qu'on puisse sensibiliser les enfants et surtout le système éducatif, le corps enseignant en général, pour vraiment que cette disposition-là soit respectée. C'est-à-dire qu'en dehors des jours de congé, des matchs où la Côte d'Ivoire, enfin les jours où la Côte d'Ivoire joue, il faudrait en tout cas que les enfants à ce moment-là soient en congé et pas en dehors donc, de ces jours-là. Donc il faudrait vraiment une sensibilisation et bien informer tout le corps éducatif pour que cette disposition soit respectée et soit claire en fait pour tout le monde. Élisée Bologue, vous vous dites, quelque part, pour tous ces amoureux de foot, est-ce qu'on leur ampute d'un plaisir qu'ils peuvent prolonger ou du moins qu'ils peuvent avoir sur un mois? Vous vous dites, c'est tout à fait normal, il faut prendre en compte vraiment la réalité de l'éducation nationale. Oui, moi je crois que... Comme l'a dit Daouda. Oui, je pense qu'il faut quand même... Je crois que c'est un effort déjà que l'État fait, en décidant quand même de permettre aux élèves, les jours où les éléphants de Côte d'Ivoire jouent, de pouvoir... être en congé et suivre les matchs. Je pense que c'est déjà un effort. On est tous d'accord sur le fait que c'est une grande fête footballistique, c'est quelque chose d'important pour notre nation, mais en même temps aussi, ne perdons pas de vue que la République doit continuer à vivre. Clair. Voilà, ça veut dire qu'en match de la CAN, il faut que la République continue de fonctionner, il faut que les institutions continuent de fonctionner, il faut qu'en tout cas tout ce qui doit contribuer à l'édification de notre nation puisse continuer. Et parmi ces éléments-là, nous savons que l'éducation est en pole position. Donc pour moi, c'est une très bonne mesure. Les résumés, on les regardera certainement les soirs quand on finira nos devoirs et nos interrogations. C'est clair. Alors Barry, c'est vrai que la mesure peut être peut-être un peu fâcheuse pour les professeurs qui ne sont pas peut-être ivoiriens, qui auraient aimé regarder le match du Sénégal, voire aussi même du Nigeria et d'autres matchs, mais il faut tenir la mesure du gouvernement et permettre justement que notre programme se poursuive. Effectivement, on est dans un principe républicain. Nous sommes dans une république, donc les institutions adaptées prennent des décisions et tout le monde est contraint. Voilà, c'est la loi de la démocratie, c'est la loi de la majorité. C'est vrai que j'aurais aimé aller suivre les matchs du Sili, les jours ouvrables à Yamoussoukro. Mais là, je suis obligé de m'aligner parce que c'est le gouvernement, c'est la principale institution qui prend les décisions, on respecte. C'est dommage pour certains, mais comme Élisée vient de le dire, ce n'est pas parce que c'est la CAN qu'on va tout arrêter. L'État doit continuer à fonctionner. Les gens doivent vaquer à certaines occupations. Et il y a des occupations qui sont prioritaires. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on a beaucoup de possibilités de suivre les matchs. Peut-être à la radio ou à la télé, chacun trouvera son compte. Mais justement, il ne faut pas être distrait aussi pendant les cours, très cher Barry. Non, c'est clair que pour les élèves, quand même, c'est impossible de voir les éléphants jouer et puis faire un cours de français. C'est clair que moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais au lycée, à la CAN, à une des cannes, là, on s'est retrouvé un cours de français où on était 90 normalement, mais on était une vingtaine parce que tout le reste avait fui. Mais le professeur nous a punis parce qu'il nous a donné un devoir. Donc, je pense que là, au moins, les élèves se retrouvent avec un calendrier qui est un peu plus allégé. Et je pense que c'est... Et puis, bon, au-delà de ça, la Côte d'Ivoire, même d'ici la finale, la Côte d'Ivoire ne jouera maximum que 7 matchs en réalité. Donc, ce n'est pas aussi contraignant que les gens le pensent. Très bien. En tous les cas, la décision est connue. Il faut que l'ensemble du système de l'éducation nationale donc, se mette à l'œuvre et permette aux élèves de ne pas avoir de coupure durant ce moment. Il est vrai, il faut l'avouer, festif. Alors, ce moment festif va consister aussi à prendre d'assaut de nombreux endroits. Et depuis quelques jours, il y a un débat, un gros débat sur la possibilité de regarder donc, ces rencontres-là dans des espaces ouverts, type Makiba, restaurant, hôtel. Et donc, le sujet est sur la table. Est-ce que le COCAN nous interdit de regarder les rencontres dans nos endroits habituels où on retrouve tous nos amis, tous nos copains, etc.
Et s'il y a eu des confusions, le COCAN, en tout cas, a apporté des précisions. Tout à fait. Le COCAN dit non, mais à certaines conditions. Le COCAN dit oui, à certaines conditions. Justement, notre plateau en parlera. J'aimerais qu'on démarre avec vous, Daouda. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien perçu? Est-ce que l'information donnée par le COCAN a été bien comprise et perçue par nos populations? Bon, je pars du principe déjà que quand on regarde depuis hier ou avant-hier, il y a une fake news qui circulait sur la toile disant que le COCAN interdisait la retransmission des matchs de la CAN. Donc finalement, aujourd'hui, ils ont fait un point de presse où dans ce communiqué, ils expliquent de façon claire et nette que la retransmission des matchs de la CAN dans les maquis, bars, restaurants ou bien autres fan zones n'est pas interdit, mais c'est soumis à certaines conditions. Parce que n'oublions pas que cette CAN que nous avons n'est pas la propriété de l'État de Côte d'Ivoire, dans un premier temps. Et deuxième chose, il y a des sponsors officiels qui ont associé leur image et qui ont injecté de l'argent pour l'organisation de cette CAN-là dans nos États. Donc ce qu'ils demandent à ces espaces-là, plus ou moins, c'est que si un sponsor officiel, Tatampian par exemple, a mis de l'argent, si vous pouvez, on ne vous interdit pas de diffuser le match, mais dans l'organisation, si vous voulez l'utilisation du logo type ou tout ce qui est symbole associé à la CAN, ça doit être ces trucs, comme ça, ces sponsors officiels-là. Voici où est le point d'achoppement entre les maquis bas et points, et puis les gens sur les réseaux sociaux. Sinon, on interdit à personne de diffuser les matchs de la CAN. C'est juste que faites attention à l'utilisation des logos. Très bien, on interdit à personne, mais est-ce que tout le monde comprend bien toutes ces nuances-là? Est-ce que, Isabelle, cela n'est pas super contraignant pour des endroits qui ont pour habitude, j'allais dire, de surfer sur ces grands rassemblements pour amener un peu plus de monde dans leur espace? Ça peut être des bistrots ou des bars. Est-ce que tout ça, pour vous, est assez clair? Pour moi, ça reste encore un peu flou et moi, j'aimerais en tout cas fustiger la communication du COCAN qui n'anticipe pas suffisamment. Je veux dire, on est quand même à un mois de la plus grande compétition de foot en Afrique et c'est à un mois qu'on nous informe, donc parce qu'il y a eu des fake news sur les réseaux sociaux, qu'on nous informe donc qu'il y a des agréments à prendre, etc. Donc moi, je me dis, on aurait pu anticiper, on aurait pu aller à la rencontre donc de tous ces acteurs qui sont dans le tourisme, les hôtels, bars, cafés, restaurants, etc. et leur porter l'information. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on sait, hein, tous nos maquis, etc., on est beaucoup dans l'informel. Donc après, est-ce que ce type de mesure qui s'appuie donc sur la loi concurrentielle pourra être respecté? C'est la question que je me pose. Après, quels sont les moyens dont dispose le COCAN pour veiller à ce que, en tout cas, cette disposition soit respectée sur le terrain? Et surtout, pour ceux qui ne respectent pas cette disposition, qu'est-ce qu'ils encourent? Est-ce qu'il y aura des moyens de répression? Ce sont toutes des questions en fait, que je me pose. Alors, et jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu vraiment de réponse. Alors, voilà. Si vous posez toutes ces questions, ça veut dire que vous craignez soit que les mesures, vous le dites in fine, ne soient pas respectées, ou bien que cela crée une situation assez intenable. Exactement, alors, tout à fait. C'est quoi pour vous qui pourrait être la chose la plus fâcheuse? Que la situation soit intenable ou que finalement on ne respecte pas ce qu'on avait prévu en conformité avec ses sponsors? Bon, moi, je peux comprendre en fait que la CAN soit la propriété donc, de la CAF, mais c'est quand même organisé en Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit précédemment, on est beaucoup dans le secteur informel. Et il faut aussi laisser notre secteur privé pouvoir s'associer donc à un tel événement. Mais bien entendu, on a des partenaires officiels qui sont d'ores et déjà associés à cet événement, qu'est la CAN. Donc je peux comprendre en tout cas que ce soit réglementé et que l'exploitation d'un tel événement soit soumise à des dispositions, à des conditions. Mais la question vraiment que je me pose, c'est de savoir véritablement est-ce que ça sera appliqué sur le terrain? Parce que si j'ai mon maquis à Soubré, à Bingourou ou à Lakota, etc., est-ce que je vais respecter ces différentes dispositions? Très bien. Barry est en train de dire non. Et après, Élisée va réagir. Allez-y, Barry. Non, mais moi, je pense que c'est pour une compétition comme la CAN, comme Daouda l'a dit, c'est une compétition qui appartient à la CAF. Ça n'appartient pas déjà à l'État de Côte d'Ivoire. Et on sait comment se passe la diffusion. N'importe qui ne fait pas n'importe quoi. Il faut respecter la loi. Maintenant, ce que moi je dirais par rapport au maquis, il faut prendre la bonne information parce que il n'est dit nulle part de diffuser les matchs dans les maquis ou dans les bars. Mais il y a des conditions. Et les conditions, là, il faut être amené à les respecter parce que
auprès de la CAF, il y a des sponsors, il y a des partenaires qui ont payé beaucoup d'argent pour qu'ils puissent bénéficier naturellement de la couverture et de la visibilité qu'offre cette lucarne qu'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ces partenaires-là, naturellement, ils vont mettre la pression et à la CAF et au COCAN. Donc le COCAN, il est dans son rôle. Maintenant, l'application de ces décisions-là, c'est de la responsabilité de l'État. C'est l'État qui doit aller vérifier. Il y a les forces de l'ordre qui sont naturellement les acteurs qui doivent être impliqués dans l'application de ces lois-là. Mais je veux dire que les gens doivent se rassurer, ils doivent prendre la bonne information auprès de qui de droit. Je pense qu'aujourd'hui, on connaît tous où se trouve le COCAN. Quand on a besoin de s'informer, il faut s'informer pour ne pas se trouver en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Parce que on dit toujours que nul n'est censé ignorer la loi. Très bien. Élisée Boloube, comprenez-vous un peu les réserves d'Isabelle? Elle parle de timing, on est à un mois de l'événement. Et ensuite, la mesure semble ne pas avoir été bien perçue par les populations. Troisième point, quand court en réalité ceux qui vont aller, ceux qui seront peut-être à Lakota, comme elle le mentionnait, ou à Korogo, qui vont décider de faire, voilà, on se dit, bon, nous, on va faire comme on veut. Qu'est-ce qui va se passer justement pour ceux qui vont enfreindre les règles énoncées par le COCAN? Bon, je n'ai pas ici, disons, les sanctions encourues. Hein. Je n'ai pas le détail des sanctions encourues. Mais je pense que quand il y a une règle qu'on enfreint, logiquement, on doit s'attendre à une sanction. Donc, il y a forcément des sanctions prévues. On aura le temps peut-être de revenir dessus jusqu'avant le début de la compétition. Sur la question du fait que on n'a pas anticipé suffisamment sur... Je peux l'entendre. Je peux vraiment l'entendre. Et je pense que si on est tous honnêtes, on peut quand même accorder un tant soit peu de crédit à ce qui est dit dans ce sens. Mais cela, pour moi, n'occulte pas toutefois la pertinence quand même des explications que donne le COCAN maintenant. Si vous permettez, je lis juste un peu pour qu'on puisse avoir de la... Le COCAN dit par exemple que s'agissant de la retransmission des matchs dans les bars, maquis et restaurants, aucun paiement n'est exigé aux promoteurs. Toutefois, ces lieux doivent se garder d'afficher des marques concurrentes aux sponsors officiels de la compétition. Ce qui est normal. Dans toute compétition, c'est normal. Deuxièmement, il te dit pour la diffusion dans les espaces aménagés spécialement dédiés à la CAN 2003, le COCAN a conçu 2023, pardon. Le COCAN a conçu un projet de création d'espace dénommé Village Aquaba, dont l'octroi de l'agrément d'exploitation obéit à des conditions précises tenant à des objectifs de sécurité et d'hygiène. Les promoteurs de ces espaces doivent soumettre donc une demande au COCAN qui l'examine à la lumière des dispositions du cahier des charges. Je pourrais sauter. Et troisième, il en résulte que l'utilisation par toute personne physique ou morale non partenaire de l'événement du nom, des symboles, c'est-à-dire le logo, la coupe, le ballon officiel et la mascotte de la charte graphique de la compétition est soumise à autorisation express. Je pense que c'est quand même explicite, c'est suffisamment clair. Comme je le dis, on peut entendre peut-être qu'on ne nous ait pas dit ça assez tôt, mais maintenant qu'on a ça, je crois que ça vient faire taire toute forme de polémique. Je crois qu'on a eu quand même à faire une fake news, mais après cette précision et cette mise au point, logiquement, cette rumeur doit pouvoir s'estomper. Mais moi, j'aimerais juste rebondir un peu. Je veux dire, moi, quand je parle du timing et du deadline, par exemple, je veux dire, c'est à un mois de la compétition, il y a des autorisations là, on a à prendre. 24 jours même. Imaginons l'ensemble donc des personnes qui veulent avoir cet agrément, les différentes autorisations pour pouvoir donc faire vivre la CAN aux populations. Ça peut être un peu juste, en fait. Ils vont être peut-être débordés au niveau de la gestion de toutes ces demandes. Vous proposez quoi? Qu'on leur laisse faire ce qu'ils veulent Non, elle dit simplement... Non, mais c'est une question. Hein. Allez-y, Isabelle. Non, parce qu'il faut qu'ils se dépêchent. Non, ça c'est vraiment mon avis personnel. On est d'accord. Mon avis personnel. J'essaie de vous relancer pour voir jusqu'où vous voulez aller. J'aimerais en tout cas que, vu la situation, qu'on puisse laisser nos maquis et bars pouvoir diffuser tranquillement. On ne les interdit pas. Hein. Oui, non, imaginons, j'ai mon petit maquis qui est brandé en fait d'une marque concurrentielle à celle, de la compétition. Et on me dit là que non, tout mon marketing de maquis là doit être mis à la poubelle parce que justement, si je dois diffuser en fait un match, il faudrait que ce soit le partenaire officiel de la CAN qui brande en fait tout mon maquis. Parce que votre partenaire, là, que vous avez sollicité pour brander votre maquis, lui, il sait bien qu'il n'a pas le droit de faire ça parce qu'il a les services juridiques, il a tout ce qu'il faut. Il sait qu'il n'est pas partenaire parce que son concurrent l'est déjà. Vous comprenez un peu. Généralement, les maquis sont déjà brandés. Ouais. Lorsqu'on ouvre un maquis, c'est déjà brandé, en fait. Parce qu'on est généralement accompagné par des marques. Je n'ai pas envie de citer de marque, mais par des marques. Mais imaginons que mon maquis est déjà brandé par une marque, je ne puisse pas diffuser donc le match
Parce que justement, cette marque qui a brandé déjà mon maquis est concurrentielle à celle officielle. Daouda. Moi, je trouve ça... En fait, je pense que Isabelle, il faut sortir des émotions. C'est vrai. Je ne suis pas émotive, Si, Daouda. tu es très émotif Non, sur je ce suis pas coup. émotive. Je le dis pourquoi? Parce que dès l'instant que ton maquis est brandé d'une autre marque et que la marque qui a brandé ton maquis a une direction des affaires juridiques, elle sait pertinemment qu'elle n'a pas payé de l'argent pour cette canne-là. Toi, en temps normal, pour ne pas tomber sous l'épée de Dame Justice, c'est de ne pas diffuser ces matchs-là parce que l'État a les moyens de coercition pour t'empêcher de diffuser ces matchs-là. Isabelle, Moi, est-ce je que vous pense- entendez ce point-là, Non. justement? J'entends ce point parce qu'elle s'appuie en fait sur la loi C'est aussi simple que anticoncurrentielle. bonjour. Je comprends ce point. En revanche, je dis, dans le contexte dans lequel nous sommes, avec la deadline que nous avons, avec la vie chère que nous connaissons, les populations ont vraiment envie de saisir l'opportunité de la canne. Mais la vie pour chère ne pouvoir- peut pas pour être l'apanage de pour cette pouvoir histoire-là, se faire- Fabiola. Pour pouvoir se faire le maximum de bénéfices. Non, mais je sais. Et à ce On ne- titre, on ne il se fait faudrait pas- en tout cas être moins dur, moins sévère avec les Mais je différents comprends. Tu vois, tu propriétaires parles de de vie maquis, chère, etc. tu parles c'est pourquoi je te dis que tu es dans l'émotion quand tu parles de vie chère et autres. Si véritablement ces gens-là voulaient, qu'on appelle ça, aller pouvoir diffuser ces matchs-là, c'est justement simplement de respecter les règles du COCAN et de la CAF. Parce qu'à vous entendre, à tous ceux qui en parlent sur les réseaux sociaux, on a l'impression que, comme on organise la CAN en Côte d'Ivoire, cette compétition-là appartient à la Côte d'Ivoire. Cette compétition, elle est panafricaine. Et des gens ont injecté des milliards et des milliards. L'État de Côte d'Ivoire a garanti à la CAF de dire on va vous permettre d'avoir de la ressource. Parce que Très bien, au-delà, Daouda. rapidement, Partageons les propos, ouais. au-delà de l'aspect sportif, il y a l'aspect business, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Je ne pense pas que Très bien. la CAF fait ça pour les beaux yeux des Ivoiriens. Non, Marie. c'est pour de l'argent. Moi, je pense que c'est clair, hein, ce qui est dit là. Élisée a lu tout à l'heure. Le COCAN n'interdit à personne de diffuser les matchs de la CAN. Mais pour diffuser, il faut être dans les règles. Il faut le faire dans les règles de l'art. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la compétition appartient à la CAF. La CAF a signé des partenariats avec des sponsors qui, naturellement, doivent être les principaux bénéficiaires en termes de visibilité et en termes de marketing et de sponsoring. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Non, à ce On ne titre- demande à ce pas titre- aux gens. Est-ce que Les c'était le sponsors- point d'Isabelle? En fait, Isabelle, à ce allez-y. titre, en termes de visibilité, je pense que les sponsors officiels ont déjà cette visibilité-là, au niveau des stades, au niveau international, même au niveau local. Toutes les communications officielles sont avec donc, les logos des différents partenaires. Maintenant, ce que moi je dis juste que il faudrait qu'on regarde aussi les petits... En fait, tu sais comment on fait pour faire un maquis? Pour faire un maquis, là, on prend par Tu es exemple un propriétaire de partenaire... maquis? Un partenaire, je vais Tu es pas- propriétaire de maquis? Elle va réagir, je Daouda, vais- attendez. Laisse-moi Rapidement. terminer. Pour faire un On a 2 maquis, minutes pour généralement, terminer. on est accompagné par une marque qui brande la totalité en fait de ton maquis. Donc ça veut dire que tout ton maquis doit être repensé parce que tu veux diffuser le match. Non, mais tu t'adaptes à la situation. Isabelle, C'est ce que Isabelle, je depuis propose longtemps, en tu tout cas parles de qu'on puisse timing. laisser, Non, qu'on puisse Isabelle, laisser attendez, ces je gens-là comprends. pouvoir Chacun à son diffuser tour, hein. sans forcément les soumettre à l'effet de mettre forcément la marque officielle sur leur Isabelle, maquis. tu Voilà, parles de c'est tout. timing, tu parles de communication de la CAN. Mais tu sais, ce qui est très grave dans nos États, c'est que on oublie, comme Barry l'a dit, que le droit est simple. Nul n'est censé ignorer la loi. Et ça fait partie de nos lois. C'est un principe de la concurrence simple. Il faut l'apprendre. Donc je pense que ce soit la marque de gauche qui n'a pas payé de l'argent ou la marque qui a payé de l'argent, Très bien. chacune des deux marques le sait clairement. Donc il ne faut pas faire l'avocat du diable pour dire que des gens qui ont payé des milliards ne puissent pas avoir des retours sur investissement parce que Isabelle veut prier pour le bon Mais il monde faut de la savoir Côte aussi que d'Ivoire. la Non. Côte d'Ivoire a injecté énormément de fonds. Il faudrait aussi que les populations puissent être les premières Même si elle bénéficiaires. injecte des Très bien, milliards on et va des donner- milliards, on va- cette compétition Très bien. n'appartient On va pas à la Côte permettre à d'Ivoire. Élisée clôturer. justement de terminer ce débat. D'accord, ok. Je pense que le débat risque d'être trop passionné. Il faut aller à la source des infos. Je comprends ce qu'Isabelle dit, mais déjà, il faut chercher à comprendre qui sont les sponsors en fait, de la CAN. Parce que je pense que si on a une idée des sponsors, ça va nous éviter de polémiquer et d'aller un peu dans tous les sens. Généralement, quand on regarde nos maquis et nos boîtes de nuit, sont brandés avec des marques de boissons, la plupart du temps, qu'on connaît déjà. La plupart du temps qu'on connaît déjà. Mais ceux-là, ils ne sont pas en concurrence avec une marque de boisson sur la CAN en réalité. Ça, je voudrais déjà rassurer. En tout cas, je veux peut-être mettre quiconque au défi qui a venu dire aujourd'hui, moi j'ai un truc qu'on m'a dit non. Donc en réalité, quand vous regardez les partenaires, vous verrez que les sponsors de la CAF, vous verrez qu'en réalité, les sponsors de la CAF ne posent pas un réel danger pour les détenteurs des maquis et bars en termes de branding
en termes même de communication. Donc ça ne devrait vraiment pas, dans le Poser fond, problème. poser un réel problème en tant que tel. Là où peut-être ça pourrait être un problème, comme je le dis, c'est sur le segment, par exemple, des villages aquabas. Et là, je comprends un peu le point d'Isabelle. Quand elle me dit qu'il va falloir demander des autorisations, on va rentrer dans un processus, c'est là peut-être qu'on va interpeller le COCAN. C'est vrai, les gens vont peut-être, vous avez demandé qu'on aille vers vous pour avoir des demandes, des agréments. Il faudrait aussi que vous nous proposiez un processus de célérité qui permette que notre demande ne dure pas dans vos placards pendant 2-3 semaines. Donc ça, peut-être, c'est là qu'on peut peut-être encore faire un plaidoyer. Mais je crois qu'en tout cas, après ces précisions faites par le COCAN, les choses devaient pouvoir rentrer dans l'ordre. Très bien. Il faut préciser aussi que l'agrément, il est gratuit. C'est gratuit, on n'a Voilà. rien à payer, donc on ne peut pas dire qu'il y Il y a... a juste de la célérité. La C'est ça, célérité, juste la voilà. célérité. En tout cas pour la célérité, même pas pour la question Bien sûr. financière. Non, pas Pour rassurer financière, Isabelle. célérité. Voici qu'on a entendu un tout petit peu donc, ce que pensent l'ensemble de nos camarades sur ce plateau de la question donc, de la retransmission dans les espaces publics de cette CAN à venir. Mais en revanche, on veut bien les entendre sur cette affaire de 53 joueurs qui sont dans les starting blocks, qui doivent être choisis pour représenter la Côte d'Ivoire lors de ce grand rendez-vous de footballistique. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette liste? Comment vous l'avez trouvée? Est-ce qu'il y a tout le monde dedans? Est-ce que vous avez un peu votre pronostic? Est-ce que vous pensez simplement que, en tout cas, ce groupe-là à venir sera celui qui va nous permettre de remporter cette Coupe d'Afrique, la 3e étoile? Daouda, que pensez-vous de ces 53? Sont-ils bons? Sont-ils les meilleurs? Est-ce que c'est les Est-ce 53 qu'on va prendre? Non, attendez. C'est une liste Non, c'est provisoire. 27. Mais C'est enfin, 27 qu'on prend au final. Bien sûr, 27. mais au moins ils sont dans le starting block. Bon, dans les Est-ce que vous stars- pensez qu'il y a tout le monde ou il y en a qui pourraient vraiment trouver leur place ici? Moi, je pars du principe que je m'adosse au choix de l'entraîneur Gassé, qui dernièrement a fait de très bons résultats. Donc, les choix qu'il va opérer seront le choix que je vais faire aussi. Donc vous, Voilà. vous ne vous transformez pas en sélectionneur. Non, non, je ne suis pas sélectionneur. Et le sélectionneur Élysée, lui, est-il déjà en train sur ses petits papiers de cocher des noms? Oui, moi je pense quand même que sur les 53, c'est pour moi la proposition qui pouvait être la meilleure en réalité au regard quand même de la forme des joueurs et tout ça. C'est vrai que j'ai un tout petit pincement, un petit regret parce que quand je vois un peu la montée en puissance de certains joueurs locaux, notamment au niveau de la SEC, comme le jeune Sankara, qui pour moi peut-être pouvait venir titiller un peu. Avait sa place Voilà, dans qui ce- pouvait voilà. peut-être venir titiller un peu certains cadeaux. Peut-être c'est ça mon seul regret. Mais en réalité, Mais pourquoi pas un ancien, parce que quand vous parlez de Ligue 1, pourquoi pas un ancien toujours de la SEC comme Molo? Exactement, c'est ce que je dis. Il y a plusieurs. Au niveau de la SEC, on en a quand même un bon petit vivier quand même qui, à mon avis, pouvait quand même venir challenger. Voilà ceux qui sont déjà là. Mais comme cela ne met pas aussi en mal, hein, ou du moins cela ne vient pas en contradiction avec les 53 qui, pour moi, sont ce qu'on pouvait vraiment proposer. Maintenant, les 27, je crois qu'après nos 3 dernières prestations, on a plus ou moins une ossature éventuellement des 27 qui devaient constituer, je dirais, le commando final. Barry, Bon, que pensez-vous de ce qui a été proposé? Est-ce que déjà on a Sébastien Haller qui est un peu en suspens après sa blessure? Non, moi, je pense qu'il sera là. Si c'est une blessure de 2-3 semaines, il peut peut-être ne pas commencer le premier match Très bien. et jouer après. Voilà. Mais je pense que Il n'y a pas de feu à la globalement. demeure selon vous? Non, moi, je suis serein. Une blessure de 2 semaines, la CAN commence le 13. Je pense qu'il aura eu le temps de le temps de se récupérer. rétablir. Au-delà de ça, est-ce que quand vous regardez cette liste de 53, vous vous dites qu'il y a quand même des joueurs qui peuvent valablement suppléer un éventuel forfait de Sébastien? Oui. On a Christian Kwame qui a l'habitude de jouer en attaque. Il y a Crasso qui fait de bonnes prestations dans son club. Konaté Donc, Karim même, il y a Konaté Karim aussi. qui a été brillant en Champions League avec son club de Salzbourg. Salzbourg. Donc je pense que globalement, la liste pour moi, elle est équilibrée. On a assez de bons attaquants, on a assez de bons milieux de terrain. Et en au niveau défense de la centrale, défense, tout à l'heure, ouais. il parlait de Wonlo. Mais moi, je pense que coach Gassé, il a déjà ses défenseurs, c'est Bouli, c'est Diomandé, Ndika, c'est Ndika, c'est Kosonou, qui jouent au haut niveau parce qu'ils jouent pour l'un au Sporting de Lisbonne, qui joue les compétitions européennes. Il y a un qui se trouve chez le leader de Bundesliga, le Bayer Leverkusen. Ça, c'est Kosonou, naturellement. Kosonou, ouais. Boli, c'est un joueur qui n'est plus à présenter en Première Ligue. Très solide, Donc, pour ouais. moi, c'est On ne pourrait pas prendre trop en de défense, buts. voilà. C'est une bonne. Il a déjà une base, en fait. Avec les derniers matchs, je pense que l'ossature qu'on a vu lors des matchs précédents, là, il n'y aura pas trop de grands chamboulements. Très bien. Je pense que peut-être des joueurs comme Pépé resteront sur le carreau, quoi. Ah, justement, c'est votre point de vue, C'est hein. c'est un vrai sujet parce que dans cette liste,
On retrouve, bon, je ne vais pas vous demander à vous, Isabelle, vous suivez un peu de ces... Ah bah bien sûr. Non, je veux dire, est-ce que vous suivez la trajectoire de ces joueurs? Parce que beaucoup se posent la question de savoir est-ce qu'un jeune feu follet comme Oumar Diakité devrait venir alors qu'on a un cadre, quelqu'un qui a un peu plus d'expérience comme Pépé. C'est comme ça qu'il évoque. C'est un vrai choix même au niveau des supporters qui est en train d'être discuté. Est-ce que c'est le cas au niveau du sélectionneur? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah oui, je pense que c'est... En tout cas, moi, ce que je retiens de cette liste, c'est que la Côte d'Ivoire a véritablement un vivier d'excellents joueurs, en tout cas. Maintenant, la sélection finale, moi, je pense que de cette liste-là que moi j'ai vue, elle ne pourrait être que parfaite. Ouais. En tout cas, beaucoup, en tout cas ce matin, des analystes qui ont partagé cette liste se sont rendus compte que quand même avoir une cinquantaine de joueurs qui sont donc à un niveau quand même très élevé dans le Gotha du football mondial, c'est une année assez faste et donc on se dit que ça devrait pouvoir déboucher sur quelque chose d'assez intéressant au niveau de la La liste des 27, il risque d'avoir des surprises. Est-ce que le sélectionneur va nous réserver quelques surprises? Parce que très souvent, dans la botte secrète, on nous réserve des surprises. Et voilà un peu ce qu'on pouvait dire donc, de ces sujets-là pour la CAN. On va parler quand même un peu de politique. Pourquoi pas, les amis? Est-ce que vous votez politique pour... Parce que hier soir, pendant que nous étions en pleine émission, le bureau politique du PDCI-RDA clôturait justement sa rencontre et prenait une décision, toute une série de décisions contenues dans un communiqué du président par intérim. Information importante, le 8e congrès du parti va se tenir à Yamoussoukro le 22 décembre, c'est déjà ce vendredi. Exactement, André, c'est déjà vendredi et il faut déjà aussi dire que la tension a baissé. Ça, il faut vraiment le signaler, la tension a baissé, André, entre les différentes têtes de position qui s'affrontaient malheureusement pour ce parti-là. Mais on constate que tous, la main dans la main, sont prêts à aller unis dans un congrès. Est-ce que vous partagez ce point de vue donné par plusieurs analystes? Commençons par vous, Daouda. Moi, je pense que nous l'avions dit ici hier, quand on était en train de supputer sur la question, on a dit que le PDCI n'avait pas de choix que d'aller en fait à des élections et garder le calme au sein de leur parti. Parce que s'ils allaient au-delà de cette date, techniquement, ça allait être difficile pour eux. D'un point de vue, déjà, il y a la CAN dont on parlait tout à l'heure, et après cela, les funérailles. Il y a un agenda qui est assez chargé, en tout cas. C'était trop chargé, donc techniquement, je remercie Dieu que... Chacun aime. Remercie Dieu, pourquoi pas remercier le PDCI? Non, j'ai dit remercier Dieu parce que c'est ma foi qui demande. D'accord. Je remercie Dieu que chacun d'eux ait mis un peu d'eau dans son vin ou son yamakoudi, c'est selon, pour qu'on puisse aller à cela. Parce qu'on a vu que les trois candidats, Akosi Benjo, Gikaouye et comment on appelle ça, Koumoué, ont retiré leur candidature. Donc, c'est M. Tidiane Thiam et M. Jean-Marc Yassé qui restent en lice pour la présence du PDCI. Donc, au soir du vendredi, on saura tous qui est le nouveau président et du coup, ils pourront dérouler la machine pour 2025. C'est clair. Isabelle, est-ce que vous y croyez vraiment à cette sorte d'union sacrée qu'évoquent les uns et les autres? N'est-ce pas que c'est une compétition normale et à un certain moment, il faut qu'elle s'exprime? Est-ce qu'on n'a pas exagéré un peu j'avais dit la crise au point de parler maintenant d'union sacrée comme s'il y avait vraiment le feu à la maison? C'était un peu normal, non, tout ce qu'on a vu? Enfin, le vert, c'est de l'espoir. Donc, j'ai bon espoir que ça puisse être positif. Le PDCI, en tout cas, se relève d'une humiliation, faut le dire. On a vu des images circuler en fait de cadres du PDCI main dans la main. Donc en fait le PDCI avec cette image tente de sauver les apparences, en tout cas sauver ce qui reste du PDCI. Moi j'aimerais m'attarder vraiment sur plusieurs éléments de ce bureau politique. Déjà, je note que Billon et Thierry Tanot n'étaient pas présents. Est-ce que ce ne serait pas... Enfin, je continue. C'est pour ça que je parlais d'union sacrée. Exactement. Billon et Thierry Tanot n'étaient déjà pas présents. Je note en tout cas que Guy Kaoué a retiré sa candidature officiellement, peut-être pour faire patte blanche vis-à-vis de ce qui s'est passé récemment. Ensuite, on n'a pas eu le communiqué qui parlait véritablement de ce qui avait créé le contentieux. Est-ce que justement la liste... a été revue. Est-ce que finalement elle est consensuelle? Est-ce qu'il y a eu la réintégration donc, de personnes qui se sont senties lésées, de ce point de vue, permettez-moi, oui, parce qu'ils disent dans le communiqué final
que la question des sanctions, Ça a été levé. suite aux élections donc, locales, la question des sanctions a été plus ou moins apurée pour permettre justement à tous d'aller au Congrès. Donc je pense que de ce point de vue-là, on peut dire que c'est quelque chose de gagné. Mais quoi qu'il en soit, je note en tout cas qu'il y avait des cadres, de hauts cadres en tout cas, qui étaient absents. Il y avait également Guy Kaoué qui avait fait donc polémique pendant l'organisation du congrès tout le temps, qui finalement se retire comme s'il faisait patte blanche de l'événement qui s'est passé. Et on a l'impression en tout cas que le PDCI essaie juste de sauver les apparences, aller au congrès le plus vite possible parce qu'ils ont avancé le congrès au 22 décembre, alors que bon nombre d'observateurs imaginaient donc ce congrès s'organiser pour l'année prochaine, après la CAN, après même l'enterrement du président Bédier. Donc voilà. Donc on voit en tout cas que Thiam est le plus plébiscité en tout cas de tous les candidats, et je pense que ça sera lui le prochain candidat, enfin le prochain président du PDCI. Personne Très ne bien. croit. Il y a... Alors, Élisée Boloube, Isabelle parle justement de ce vernis, on pourrait l'appeler un vernis, parce que certains cadres très importants n'étaient pas présents. Mais est-ce que le fait d'avoir pris cette photo où ils étaient tous ensemble ou représentés par certains cadres n'éteint pas déjà cet argumentaire qu'ils sont peut-être occupés, mais présents de cœur? Et aussi, Élisée, d'où est-ce que le PDCI tire cette capacité de se remettre ensemble? D'où vient la résilience? Est-ce de leur histoire, qui date de l'époque coloniale, où ils ont été quand même assez tensés par l'autorité coloniale de l'époque, ou est-ce qu'on pourrait trouver ces raisons-là ailleurs, Élisée Boloube? Non, moi, je pense que le PDCI tire cette force-là de sa philosophie, la philosophie qu'il a créée, la philosophie du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, qui a toujours prôné et mis en avant le dialogue. Voilà, Houphouët-Boigny a dit que quand même on prend les armes et qu'on se bat, on finira par venir dialoguer pour résoudre la crise. Donc faisons l'économie des vies en commençant déjà par le dialogue. Je pense que cette philosophie-là, il a tellement martelé à l'esprit de ces militants, des militants du PDCI, que c'est devenu pratiquement comme un ADN qu'ils ont intégré en leur sein. Maintenant, sur ce que Isabelle dit, je ne partage pas l'avis d'Isabelle quand elle dit qu'elle pense que c'est pour vraiment sauver la face. Non, moi, je ne pense pas. Moi, je crois que les responsables du PDCI ont compris aujourd'hui l'enjeu. L'enjeu déjà qui résidait au niveau de la suivi même du parti. Après le départ de son leader, le président Arikona Bédié, il y avait un véritable enjeu de survie du parti. Et c'est vrai qu'à un certain moment, peut-être les appétits ont été voraces de part et d'autre, mais ils ont tout de suite compris que l'intérêt général, c'était de sauver le parti. Et ils ont pris sur la responsabilité. C'est vrai qu'on n'a pas vu Thierry Tano et Bion. Mais le matin, il y avait une première rencontre qui avait eu le matin. Et cette rencontre qui a eu lieu ce matin, on avait vu M. Bion. C'est vrai que Thierry n'était pas là, mais il s'est fait représenter. Donc, c'est pour moi, je dis qu'à un certain moment donné, et quand on regarde les anciens bureaux politiques, mais vous allez vérifier, c'est pas tous les cadres n'ont toujours pas été présents dans tous les bureaux politiques. Non, mais celui-là, quand même, avait quand même un bureau politique extraordinaire. Oui, je suis d'avis, d'accord, ça avait une saveur particulière. Moi, je reste Vous êtes optimiste. Je suis optimiste, mais je reste sur le fait que, en réalité, les éventuels candidats, ni M. Bion ni Thierry Tano n'étaient candidats en réalité. Même c'est vrai que par la suite, dans la crise, on a entendu leur voix, mais ils n'étaient pas candidats. Et ceux qui étaient potentiellement des candidats, donc qui briguaient le suffrage des militants, sont les 5 là, et ils étaient présents. On ne peut pas en rester, peut-être c'est là où Barry va aussi répondre là-dessus, en écoutant ce que vous expliquez. Est-ce qu'on peut en rester au fait qu'il n'était pas candidat, alors qu'il aurait voulu être candidat? Est-ce que tout ça, par rapport à ce que dit Isabelle, ça ne continue pas d'animer, d'avoir chez eux un sentiment, j'allais dire qu'ils se sont fait eux aussi avoir? Non, il est clair que leur absence pose des questions parce que c'est un bureau politique extraordinaire qui intervient dans un contexte où Jean-Louis Bion, par exemple, avait pris la parole. Il a fait une interview où il a signifié un certain nombre de griefs par rapport au processus lui-même. Donc, il aurait été plus préférable de les voir quand on a vu le poseur Guy Kaoué et Tidjane Thiam et Yassé. Si on avait vu Bion et Thierry Tano ensemble avec tout ce lot-là dans la photo officielle, je pense que ça aurait encore fait taire toutes sortes de polémiques qu'il y a eu autour. Mais moi, ce que je note, c'est que le PDCI a quand même pu gérer cette histoire-là de façon lucide, de façon, je ne sais pas comment le dire, mais de façon responsable parce que l'interdiction intervient à 24 heures du Congrès. On sait tous comment ça se passe. Ils ont quand même respecté l'autorité de l'État. Ils ont respecté la décision de justice. Et ça, c'est à saluer. Et c'est un message à tous les militants et à tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Quand la justice prend une décision, il y a plusieurs manières de régler. Donc, il faut accepter de dialoguer. Parce que même la guerre mondiale
la Deuxième Guerre mondiale, le plan d'armistice. C'est un dialogue, ce n'est pas un dialogue que les gens ont arrangé les choses. Les Allemands ont abdiqué après, à travers une négociation. Donc, c'est le dialogue qui peut permettre aux institutions de lutter contre les dissensions. Et Dieu seul sait que les dissensions, il y en aura. Parce que ça, c'est le Congrès pour élire le président. Mais la Convention arrive. Et pour la Convention, on sait que Jean-Louis Billon et Thierry Tano avaient déjà annoncé leur velléité de candidature. Très bien, Daouda, vous avez entendu tout ça. Il y a des arguments qui vous ont convaincu ou d'autres sans doute moins. Non, Comment vous réagissez? Moi, je réagis. Je voudrais en fait partager un peu la vie d'Isabelle quant à ses doutes. Parce que quand on voit un Maurice Guikaoué qui retire sa candidature après qu'il y a eu blocus de la justice, je veux dire, techniquement, si M. Maurice Guikaoué, malgré ce qui s'est passé, décidait d'être candidat, je suis sûr et certain que techniquement, certains allaient dire qu'il avait quelque chose à voir et tout ça. Retirer sa candidature, en fait, quelque part, il essaie de sauver sa carrière politique parce que ce n'est pas encore fini. Bah, est-ce qu'il a encore une carrière politique? Oui, mais il a 50 ans. Il peut sauver autre chose, mais ça, sa carrière politique. Non, là, c'est sa carrière politique qu'il sauve. Et même que ce soit Billon ou M. Thierry Tano, chacun sauve sa carrière politique. Oui, mais bien sûr. Il a été forcé de le faire. Enfin, il se sent obligé de le faire à cause d'un objectif. Non, il n'a même pas. Oui, Je pense que là où nous en sommes, M. Maurice Guikaoué n'a aucun choix. Le seul choix qu'il avait, c'était de dire je retire ma candidature, allons aux élections. Parce que s'il y avait encore blocus dans cette histoire, je vous assure que ça allait créer d'autres remous. Et c'est là où, quand tu parles de responsabilité, je partage ton avis. Il a fait preuve de grandeur et de responsabilité. Il a surtout fait patte blanche, quoi. Voilà. Alors, vous êtes aujourd'hui, j'allais dire, tous convaincus que le Congrès va se tenir. Hein. Là, pour vous, rien ne pourrait faire obstacle, c'est-à-dire les griefs qui pouvaient venir de Guikaoué ne sont plus là, les griefs qui pourraient venir de Koumoué non plus, et les griefs du côté de Tano et de Billon non plus, parce qu'on ne les a pas entendus se plaindre, etc. Donc le Congrès aura bel et bien lieu. Faut-il se lancer? Et surtout ceux qui avaient été suspendus ne sont plus suspendus. Donc ils sont sur la liste maintenant, donc ils ne pourront plus aller se plaindre à la justice. Faut-il, Isabelle l'a déjà dit, est-ce que vous l'avez dit, on va vous donner la parole, vous l'avez dit, on connaîtra un président du PDCI, ce sera Billon, oui ou non, rapidement pour terminer. Billon, qu'est-ce que je raconte, Billon? Ce sera Thiam ou Yassé? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Je crois plus en Tidiane Thiam. Vous dites que c'est le tapis rouge est pour Tidiane Thiam? Moi, je pense que quand on se réfère aux événements depuis le début, ça trace une voie. Hein. Je pense que Tidiane Thiam est en pole position pour prendre la tête du PDCI. Paris? Tidiane Thiam sera plébiscité. Allez, s'il te plaît, donne un point quand même à Yassé. Non, mais il faut être réaliste quand même. Voilà. J'ai jamais vu un député appeler à voter Yassé. Je pense que c'est l'autoroute du Nord qui a été ouverte avec gyrophare. Christelle. Mais on attendra quand même ce qui va se passer du côté de Yamoussoukro. Ce sera vendredi, donc on aura le retour et on saura qui sera le président élu, n'est-ce pas, du PDCI RDA. On se retrouve dans quelques instants, tout à l'heure. Ah ben, nous sommes de retour. Ah, quelle joie de vous retrouver. Même si, je sais, vous aviez apprécié cet intermède qui vous a permis de vous reconnecter à une autre forme d'actualité, l'actualité contenue dans le journal télévisé. Vous faites bien d'être avec nous sur nos différents canaux. Vous êtes sur Facebook, vous êtes nombreux à interagir avec nous. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de discuter avec vous, mais merci d'être toujours fidèles, de nous dire ce que vous pensez, parfois de dire « Oh là là, il est un peu dur avec un chroniqueur ». Parfois, le chroniqueur aussi, ils sont intolérants vis-à-vis des présentateurs, voyez-vous. Donc nous aussi, de temps en temps, on doit les titiller. C'est un peu ça le jeu. Mais tout est beau dans le meilleur des mondes du grand talk, je vous rassure. La deuxième partie, Christelle, va être consacrée à quelques échanges. Mais le premier est quand même un acte très important, vous conviendrez avec moi les amis, c'est bien sûr la communication interrégionale, l'histoire du roaming. Est-ce que c'est très simple de se parler dans notre région? On va ouvrir d'abord, si Christelle, vous n'ouvrez pas grand vos yeux, moi j'ai dit tout. Tout à fait. Et bien sûr, roaming communautaire. Tout communautaire, à fait. allez, mais c'est parfait. La Côte d'Ivoire et le Togo veulent faciliter un peu les choses et il y a eu une cérémonie pour mettre tout ça en musique. On regarde et on commente tout cela avec nos amis. Après le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, les populations ivoiriennes pourront bientôt bénéficier de tarifs de communication abordables pendant leur déplacement au Togo et vice-versa.
tout en utilisant leur carte SIM. Pour formaliser cette décision, les régulateurs ivoiriens et togolais ont signé une convention à Abidjan au terme de 2 jours de réunion bipartis. Ce protocole d'accord permettra de garantir l'un des principes fondamentaux du roaming communautaire, à savoir la gratuité de la réception d'appels entre nos deux pays. Quand vous êtes en déplacement, les appels souvent sont dirigés vers le pays d'origine pour prendre des nouvelles de la famille, pour voir comment l'entreprise marche. Alors, avant la signature, le tarif était de 1067 francs la minute. Aujourd'hui, c'est à 150 francs. Les travaux ont été l'occasion pour la Côte d'Ivoire et le Togo de faire un bilan de la mise en œuvre du règlement depuis son adoption, d'identifier et adresser les difficultés spécifiques rencontrées dans l'implémentation du dit règlement entre les opérateurs des deux pays. Avec ce que nous avons entrepris sur la base du règlement CEDEAO sur le roaming, c'est de pouvoir apporter un peu plus de souffle à nos consommateurs, en tout cas à tous les consommateurs qui se déplacent entre le Togo et la Côte d'Ivoire. De sorte qu'aujourd'hui, ils profiteront des tarifs très abordables désormais, dès lors que ce projet-là sera mis en œuvre d'ici la CAN 2023. Ce règlement communicataire vise à réduire les coûts jugés élevés des services d'itinérance dans l'espace de la CEDEAO. C'est vrai, vous savez, il y a une pratique chère à de nombreux Africains qui se déplacent. Ils vont tout le temps à Lomé, ils vont faire des courses, mais quand ils arrivent, ils coupent leur téléphone. Ils se disent « Ah, ça va me coûter cher ». Eh bien, on le voit avec cet accord, les choses vont dans le sens d'une meilleure intégration sous-régionale. Ne me dites pas pourquoi si tard, parce que vaut mieux tard que jamais, ma très chère Isabelle. Oui, il faut savoir que le règlement communautaire de la CEDEAO a été adopté depuis décembre 2017. Donc, je n'ai pas envie de dire que c'est si tard parce que ça ne fait pas si longtemps que ça a été déjà mis en place. Et puis, c'est une bonne décision parce que finalement, ça vient au moment où on est vraiment en période de vache maigre et ça permettra en tout cas à tous les usagers de pouvoir communiquer à moindre coût. Et puis, c'est pour le bonheur des populations, tout simplement. Alors, Élisée Boloube, nous étions à 1000, voilà, 1000 something. Et là, on tombe à 150 francs CFA. Est-ce que, déjà, bon, on va dire que la décision est salutaire, mais est-ce qu'il y a des efforts et d'autres efforts à faire justement pour que la CEDEAO soit vraiment la CEDEAO des peuples et non des États? Non, mais je pense que vous l'avez si bien dit, hein, franchement. On s'est toujours posé la question de comprendre qu'est-ce qui... Mais vous savez, c'est incongru en fait de savoir qu'on peut être en Europe, ou bien même on peut être ici, appeler moins en Europe, qu'appeler même à moins cher en Europe, qu'appeler même à moins de 100 km de soi. C'est vraiment cette incongruité, on se posait des questions, mais c'est dû à quoi? Aujourd'hui, c'est déjà une mesure à saluer, de pouvoir interconnecter les peuples. Parce que si on veut véritablement arriver à cette CEDEAO des peuples, permettre le mouvement des peuples, permettre que les peuples aillent d'un pays à un autre aussi facilement, créer cette intégration-là, ces éléments-là sont des éléments qui contribuent à cette intégration. Donc quand on arrive à avoir le roaming un peu à tous les niveaux, je pense même qu'on va un peu lentement. Honnêtement, peut-être on n'a pas voulu le dire, mais de 2017 aujourd'hui à 2023, ça nous fait 6 ans de mise en œuvre de cette mesure. De 1000 et quelques à 150, donc, oui, on peut critiquer le fait que de 2017 à maintenant, ça ne s'est pas fait, mais on apprécie ça. Exactement, on apprécie déjà ça, mais on pense qu'on peut aller plus vite. Et peut-être d'ici 2025, pourquoi pas ne pas interconnecter l'ensemble même des 15 pays de la CEDEAO. Alors, Barry, vous, c'est ça aussi, on va dire, l'intégration. Vous êtes d'origine guinéenne et vous appréciez, vous vous dites aujourd'hui, je suis un citoyen de la CEDEAO, ça devrait être plus simple de pouvoir appeler Conakry ou d'autres villes, justement, de nos grandes capitales ouest-africaines. C'est clair, c'est une décision salutaire. Et moi, quand je pense que souvent ma mère me manque, parce que communiquer... Mais ça fait combien la communication Bon, ça tourne autour de 300 à 400 francs en moyenne. Ça veut dire que quand vous faites un transfert de 1000 francs, maxi 2 minutes. Non, mais après, il y a aussi cette réalité-là, c'est qu'on est très digital, donc on utilise énormément WhatsApp. Donc finalement, la plupart du temps, les appels qui sont... Non, mais laissez-moi terminer mon maman propos. Qui a Nzéré Corée, les appels qui se font moi, ma mère est au fin fond du foot à Dialon. Pour la plupart du temps via WhatsApp. C'est une réalité. Non, on ne veut pas vous couper, mais on comprend que vous nous dites, nous on apprécie qui est WhatsApp, mais derrière, ce serait beaucoup plus simple. Même WhatsApp, l'Internet, je dis, ouais, c'est important. C'est un coût élevé.
Voilà, imaginez ceux qui arrivent, nos mamans, elles sont nombreuses, aller faire le marché à Lomé, aller à Cotonou. Et donc, même WhatsApp, elles ne peuvent pas l'utiliser parce que l'Internet va leur coûter André, assez cher. Moi, je vais aller un peu plus loin. Tu parles d'Internet parce qu'à la vérité, quand on va dans un pays, on voyage tous ici sur ce plateau, généralement, tu as 1-2 jours avant de t'acheter la puce du pays. Ce qu'on ne devrait même plus faire. Voilà. Or, maintenant, on te dit que quand tu vas avec la puce de ton pays, déjà, tu peux te connecter à Internet à moins de coûts, tu peux appeler à moins de coûts. Et justement, quand je vois les uns et les autres parler de panafricanisme à gauche et à droite, voici le vrai panafricanisme. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de panafricanisme, c'est de ça qu'il s'agit. Et à ce propos, je tiens à saluer Namawa Bamba, qui est la directrice générale de l'ARTCI, qui a instauré ce genre d'initiative-là. Sincèrement, je lui dis bravo pour cette initiative. Et je l'invite à continuer dans ce sens-là. 6 ans, c'est peut-être long, mais elle a commencé, il faut qu'elle puisse le continuer. Il faut qu'au-delà de ça, parce qu'aujourd'hui, on oublie, il y a plus de 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Parce qu'on parle aujourd'hui du Togo, mais c'était d'abord le Mali, après le Burkina. Même s'il y a des petits bisbis. On a sauté la Guinée pour aller au Togo. On va arriver en Guinée. Une chose est sûre, après le Togo, après la Guinée, on ira au Ghana et faire les 15 pays de la CEDEAO. Bravo pour ce vrai panafricanisme. On voit que le panafricaniste vrai, c'est celui qui l'exprime avec le cœur. Exactement, et qui rapproche les peuples, qui touche. Mais André, au-delà des... Tu ne brûles pas les billets des 10 000 qui me venait à l'esprit pendant qu'il parlait. Quand il parlait, je pensais, quand tu parlais récemment du panafricanisme frélaté. Ouais. Là, c'est le vrai. Ça, c'est le vrai. Parce que c'est qu'eux, ils font le panafricanisme de brûler tout, abat la France, abat les États-Unis, abat l'Occident. Ça, c'est du panafricanisme frélaté. Alors, pour revenir quand même à ce sujet. Alors, on espère qu'après, ils vont regarder le secteur du transport. Les billets d'avion entre les capitales africaines, c'est incroyablement cher. Vous en faites pas. Ces séquences que nous ouvrons à travers des reportages, des choses très concrètes, plus débat ici. Le but du jeu, c'est justement de nous confronter à la réalité. On n'est pas juste dans les débats d'idées, mais c'est de nous confronter vraiment à la réalité de ce qui se passe. Et là, l'une des réalités, comme on l'a dit, c'est la communication, les voyages, l'interconnexion entre les peuples. Et vous l'avez bien dit, il faut transformer tout ça en la CEDEAO des peuples. Parce que c'est bien beau, les grands séminaires, mais derrière, voilà, les symposiums, derrière les populations, les actions. Voilà, quand les gens se déplacent, Isabelle, elle parle à justice de l'importance de tous ces réseaux par Internet. On ne va pas encore reciter le nom de cet opérateur, mais derrière, si on veut continuer de l'utiliser, parce que quand je pars de Côte d'Ivoire et que j'arrive à Lomé avec une connexion, juste un mégaoctet coûte 300 ou 400. Donc imaginez, tout de suite, on a déjà explosé notre forfait ou notre budget. Donc en tout cas, bravo à tous. Il n'y a pas que Madame Bamba qu'il faut féliciter. Il y a bien d'autres qu'il faut appeler. Donc, elle est la première responsable. Voilà, c'est ça. Elle a initié quelque chose. Et puis vraiment, on sent son style de management vraiment qui va de l'avant et qui veut en tout cas révolutionner l'environnement des télécoms. Et ça, c'est véritablement à saluer. Donc on y a salué le gouvernement en un mot. Merci. Ouais, en un mot, on salue tous les gouvernements, parce qu'on salue aussi on sent le gouvernement du Togo. DJ Gouv. Très bien. Alors, vous le savez, depuis quelques jours, il y a un sujet qui est sur la table des prélats ivoiriens. C'est le sujet, justement, de la bénédiction des couples de même sexe. Et bien sûr, à ce propos, il y a eu donc un communiqué qui, pour le président, mais en tout cas le chef de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, les propos sont très clairs. Ce communiqué demande de ne pas, pour le moment, appliquer la décision venant du Vatican concernant la bénédiction des couples qui sont en situation illégale, il faut le préciser, et bien sûr des couples de même sexe, parce que justement, la décision d'attente est tombée de la part de l'Église ivoirienne. Très bien. Contradiction entre l'Église de Rome, l'Église de Rome, enfin en tout cas entre le pouvoir à Rome et l'Église de Côte d'Ivoire. C'est un sujet sur lequel nous avons voulu donc nous arrêter avec un invité qui est avec nous. C'est un confrère, mais un confrère croyant. Tout à fait. Il s'agit de M. Yao Gilles. Vous êtes journaliste, comme André l'a dit, mais chrétien. Et avec vous, on essaiera vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe entre Rome et Abidjan, pourquoi on pourrait avoir l'impression d'avoir une dichotomie de position. Et vous êtes là justement pour éclairer
nos lanternes, qui sont un peu assombries sur ce sujet-là. Avant Christelle, je voudrais allez-y. qu'on apprenne 2-3 choses sur notre invité. Yao Jules, donc vous êtes journaliste, mais vous avez une foi que vous exprimez à travers justement votre pratique professionnelle. Ce que j'allais vous demander, on sait que dans l'Église catholique, je ne sais pas si c'est des obédiences, mais je veux dire que vous êtes quel type de chrétien dans l'Église catholique? Si je vous demande comme ça. Alors, bonsoir. Et puis, donc, je suis Gilles Yao et je suis catholique, pratiquant. Très bien. Je suis journaliste. Mais voilà, donc je suis un citoyen, un chrétien ordinaire. Ordinaire. Donc voilà. vous n'êtes pas un rigoriste. C'est important. Je ne suis pas différent de vous. D'accord. Parce que vous avez une foi, soit catholique, soit chrétienne, soit chrétienne, soit musulmane. Bon, voilà. Donc, je suis père de famille, j'ai 3 enfants, je suis marié, mon épouse est musulmane. Ah, d'accord. Mais voilà. Ça, c'est très intéressant dans la suite du débat. Mais je sais, bon, on va revenir à ce pourquoi nous sommes là. Essayez de nous expliquer. Vous êtes journaliste catholique, vous êtes peut-être plus informé que nous. Nous sommes un peu dubitatifs de ce qui s'est passé. Rome envoie, donc le pape envoie un communiqué qui est censé être une instruction, n'est-ce pas, aux différents prélats, aux différents monseigneurs des différents pays. Et Abidjan, monseigneur, nous dit non, attendez. Comment comprendre cette dichotomie? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Non, mais en fait, je pense que c'est la carte de la prudence. Parce que c'est une déclaration qui a été faite par le dicaster de la doctrine de la foi. Et le dicaster, c'est le ministère qui est chargé de tout ce qui est question doctrine liée à la foi. Alors, mais est-ce que ce dicaster, là, pour rapidement, est-ce que ce dicaster est lié directement au pape? Ou bien si? C'est un... Enfin, bon, il agit sous l'autorité du pape. Il y a l'État du Vatican. Ouais. Et donc, il y a le Saint-Père qui est la hiérarchie, la haute, voilà. Et puis, donc, qui est comme le président. Et puis, on ne parlera pas de président quand c'est l'Église catholique, on parle de papauté. Et puis, il y a les ministères, ce qu'on appelle la curie romaine, et dont fait partie le dicaster de la doctrine de la foi. Okay. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement et qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, c'est un communiqué qui, dans la publication, a beaucoup s'aimer, à mon sens, la confusion. Et donc moi, journaliste catholique, chrétien, qu'est-ce que je fais? Je lis le document, je prie, je demande des éclairages de l'Esprit Saint, et puis je me dis, il faut agir, d'autant plus que toute la nuit, depuis le 18, j'ai reçu assez de coups de fil qui tendent à semer la confusion dans la tête des fidèles, des personnes lambda. C'est un peu ça le terme du communiqué de l'Église ivoirienne? L'Église, ça parle de la possibilité donnée aux personnes en situation irrégulière et aux personnes de même sexe qui peuvent la possibilité d'être bénis. C'est ça. Bon, voilà. Donc, je dis à la lecture, on se rend compte que c'est un communiqué qui clarifie les choses, à mon sens. Lequel des communiqués? Celui de la Côte d'Ivoire ou celui de Rome? Non, celui de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que j'ai pris connaissance et je disais que je pense que l'église locale, l'église d'Abidjan, puisque c'est le cardinal, évêque d'Abidjan, archevêque. Est-ce que justement ça c'est très important? Peut-être qu'Élisée, c'est pas si c'est dans la même idée que vous voulez aller. Est-ce que le cardinal Koutouan est le chef de l'église? Parce que parfois on parle de celui de la conférence épiscopale. Il est le chef de l'église ivoirienne, l'église catholique ivoirienne? Non, le chef de l'église catholique en Côte d'Ivoire, c'est le président de la conférence épiscopale des évêques de Côte d'Ivoire. Très bien. Donc en l'occurrence, l'évêque de Daloa, Monseigneur Yao. Très bien. Et donc, celui d'Abidjan, c'est le cardinal. Mais le cardinal reste la plus haute hiérarchie, entité au niveau de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Voilà.
Je ne sais pas s'il a répondu à la question, mais sûrement qu'Élisée va revenir On va revenir là-dessus. là-dessus. D'accord. Moi, vous avez dit tout à l'heure que le fait qu'il attende, c'est une mesure de prudence. Mais est-ce qu'il a le droit? C'est ce que je veux savoir. C'est-à-dire quand une décision vient de la papauté, c'est-à-dire vient du Vatican, est-ce que l'archevêque, lui, a le droit de dire, par exemple, on attend avant de sa mise en application? Et pourquoi il dit on attend? Est-ce que c'est parce que cette décision qui vient ne peut pas être appliquée dans le contexte actuel? Ou est-ce qu'il y a un problème qui fait qu'il demande qu'on attende? Je veux savoir, en fait, selon vous. Non, mais je pense, d'abord, l'avis que je donne, c'est un avis vraiment personnel. C'est ça. Oui, bien sûr. Et donc, je pense que j'ai parlé de prudence et c'est tout à fait normal. Bon, quand vous parlez de droit, bon, j'estime que s'il l'a fait, c'est que, bon... c'est ça qu'il a le droit. C'est ça, Voilà, ok. ça fait partie de ses ses possibilités. Ok. Voilà. Alors donc, je pense que c'est la carte de la prudence. Parce que un document tel qu'il est écrit et dans un contexte aussi sensible, il faille que, bon, on puisse avoir des experts qui réfléchissent sur la question. Mais est-ce que vous pensez que ça n'avait pas été fait au niveau de... Mais est-ce que vous avez la du capacité Vatican? justement de le faire? Ça n'a pas été fait Voilà. au niveau du Est-ce qu'au niveau du Vatican? Vatican, ils n'ont pas déjà plus des experts qui ont déjà réfléchi? Non, analysé En à- fait, comment fonctionne l'Église? Oui. Ça aussi, il faut le comprendre. Voilà, peut-être. Je veux dire, chaque évêque, c'est vrai que le pape est la haute hiérarchie de l'Église. Le pape est en même temps l'évêque de Rome. D'accord. Et donc, chaque évêque gouverne son territoire. L'évêché. Voilà. Donc, quand il y a un document tel qu'il a été publié, les effets sur l'Église locale demandent à ce que, bon, avant une telle application ou avant la mise en œuvre d'une telle décision, on puisse... parce que le communiqué ne parle pas, en fait, de la mise en œuvre, de comment ça va être mis en œuvre. C'est comme quelqu'un disait, quand on réfléchissait, Élisée parlait de... C'est comme s'il n'y avait pas les décrets d'application. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas comment cette loi va être mise en œuvre, dans quelles conditions. Vous pensez que c'est ce qui a validé, c'est ce qui a motivé justement Oui, je pense. le attendez? Oui, je pense. Et puis, vraiment, j'estime que c'est dans le cadre de la prudence. Parce que on a vu l'église du Malawi, l'église... bon, il y a eu deux ou trois églises africaines qui ont réagi. Moi, j'ai tenu à venir... Elles ont dit quoi, les églises africaines qui ont réagi? Non, mais je crois que l'église de Zambie a demandé à ce que ça ne soit pas une décision applicable et qu'on attende. Et qu'ils ont même ramené Donc ils ont adopté à peu près la même attitude que les Ivoiriens? Mais ils sont allés plus loin. Oui, ils sont allés plus loin. D'accord. Ils sont allés plus loin dans la mesure où ils ont demandé à ce que Rome revoie la copie. Ils ont carrément demandé à Rome de revoir sa copie, vous dites. Très bien. Isabelle. Moi, je comprends qu'il puisse avoir un aspect sociologique dans cette décision, mais moi, j'aimerais comprendre vraiment la décision en elle-même. Quand on parle de bénédiction, dans le communiqué, en tout cas, qui vient du Vatican, on parle non pas de bénédiction liturgique, mais on parle de bénédiction, donc, de personnes... de même sexe et de personnes En situation irrégulière. Voilà, Les en couples situation irrégulière. Surtout quand on sait que l'Église, en tout cas, est la fervente défendrice du mariage, etc. Donc, moi j'aimerais comprendre, qu'est-ce qu'on entend par bénédiction? Bon, le document, en fait, est-ce que vous avez pris connaissance du document? Parce que c'est très important. Bien Le sûr, document allez-y, explique, si le vous avez- document explique Très rapidement, si vous avez quelques aspects, n'hésitez pas. Hein. Voilà, le document explique assez clairement la question de la bénédiction. Bon, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont déjà implicitement faites. Je veux dire, si quand vous allez à la messe, à la fin de la messe, le prêtre demande à ce que les fidèles qui souhaitent, qui vivent par exemple un anniversaire de mariage, un anniversaire de naissance, viennent pour qu'on puisse les bénir. Très bien. En le faisant, il ne dit pas, tous ceux qui sont homosexuels ne venez pas. Bon, donc, ils bénéficient déjà des bénédictions. Très bien. Ah, d'accord. D'accord, ok. C'était une Donc, nouvelle- en fait- Et donc, une et donc, information. la bénédiction, Oui. c'est sur la personne, en fait. Donc, quelqu'un qui vit selon moi, quelqu'un qui vit en situation En concubinage? en concubinage,
ce n'est pas autorisé par l'Église. Donc, ça, on est d'accord. Donc, on a parlé de situation irrégulière. Voilà, il ne bénéficie pas de la bénédiction, bénédiction, de tout ce qui est sacrement. Non, attention, ça c'est intéressant, parce que le débat pour nous, ce n'est pas une question de homosexuel ou pas homosexuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous nous dites que la bénédiction est appelée pour un public qui peut être à la fois pour son anniversaire, de mariage ou autre chose. Pour tout le monde. Donc, techniquement, peu importe son orientation sexuelle, on est béni. Oui. Béni dans quel sens? Mais justement, là, ce n'est pas le couple qui est béni. Non, là, non, c'est la personne. Ce n'est pas le couple qui est béni. Mais le document même ne dit pas que c'est le couple qu'on bénit. Ah, très bien. Parce que l'Église, de manière, et le document le réaffirme encore, l'Église, de manière claire, n'autorise pas, est contre, proscrit tout ce qui est relation entre deux personnes voilà, entre deux personnes de même sexe, entre concubinage, etc. Voilà, donc, et tout ce qui est polygamie, l'Église proscrit ça. Donc, de façon claire, le document le réaffirme. C'est là justement où on est un peu, enfin, on ne comprend pas bien et on aimerait vraiment que vous puissiez éclairer nos lanternes. Quand vous dites que l'Église est contre de façon normale le mariage de même sexe et autres, alors qu'on a peut-être qu'on a mal lu ou on n'arrive pas à percevoir l'esprit de la chose, mais qu'est-ce qu'on devrait comprendre concrètement? Voilà. Très bien. Expliquez-nous un peu. Ce qu'on devrait comprendre, c'est que l'Église donne la possibilité, vous êtes sans ignorer que déjà il y a une vague de personnes qui vivent des situations régulières, qui ont tendance à revenir à la normale. Donc il y a un chemin de conversion qui est en train d'être entamé par ces personnes-là. Donc l'Église, par le biais de cette déclaration, donne la possibilité à ces personnes-là de pouvoir faire le pas, mais en étant clair. C'est ça. Je veux dire, avant de bénéficier d'une bénédiction liée par exemple à une promotion, liée par exemple à la bénédiction d'une maison, d'une voiture, je dois pouvoir faire la preuve que je suis dans un cheminement de conversion. Très bien. Donc l'Église fixe le cadre. Ça peut être lors d'une retraite, lors d'un pèlerinage, mais vous êtes sans ignorer que déjà, de manière très simple, quelle que soit la situation, quelqu'un qui vit en situation de polygamie arrive à partir en pèlerinage. Bon. Très bien. Donc, votre avis sur ça est très clair par rapport au fait que la bénédiction n'est pas forcément liée à sa situation de couple ou des choses comme ça. Mais revenons quand même à un élément quand même très important. Vous nous dites qu'il y a un point de compréhension du texte du pape. Mais sans ce texte de compréhension, la réalité, c'est qu'il y a des pays qui ont dit, nous, on ne peut pas l'appliquer le texte parce que, justement, nous ne comprenons pas très bien. Est-ce qu'il arrive souvent qu'on remette comme ça en cause des décisions qui arrivent de la papauté? Parce qu'on est quand même dans quelque chose de très hiérarchisé. Oui, mais ça peut arriver. Et seulement que, bon, jusqu'à quand, ça va durer jusqu'à quand? Et donc, il y aura des points de clarification, sûrement, à un certain moment. Et je pense que dans l'histoire de l'Église, c'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et là, revenons toujours sur cette forme d'opposition, est-ce que les églises, donc l'église de Côte d'Ivoire, Malawi ou Zambie, qui se mettent comme ça un peu en marge, je ne vais pas dire en marge, mais qui mettent en stand-by la décision. Voilà, qui mettent en stand-by, donc qui vont frontalement contre une décision du Vatican, est-ce que justement, c'est là la question, se mettent en marge d'un ensemble de choses décidées depuis la papauté? Est-ce que ça arrive? Est-ce qu'ils sont sanctionnés ou elles sont sanctionnées, ces églises? Non, elles ne sont pas sanctionnées. Dans la mesure où, bon, frontalement, c'est un peu trop dit, mais je veux dire, ils donnent leur position. Très bien. Ils donnent leur position. Peut-être que ça peut être sur la base d'un texte mal compris. Peut-être que ça peut être sur la base de certaines clarifications qu'ils demandent. Je veux dire, toujours est-il que ce n'est pas une position d'adversité. Très bien. Voilà. C'est une position d'applicabilité. Une position d'applicabilité. Et on termine, c'est très court, on ne pourra pas vous prendre, Isabelle, comme on n'en a pas beaucoup parlé. Oui, d'avance m'excuser de la question que je vais poser, mais dans le communiqué, vraiment, on met en avant donc, la sexualité des personnes, donc peut-être que c'est pour ça que ça fait un peu polémique. Donc dans ce sens-là, est-ce qu'on pourrait dire que les prostituées également font partie de ces personnes qui peuvent bénéficier des bénédictions de l'Église ou pas?
Alors, c'est une question qui revient. Et toutes ces personnes qui vivent des situations irrégulières sont concernées. Très bien. Seulement que la bénédiction ne porte pas sur le fait de leur prostitution. Ça porte sur le fait de leur personne, des personnes qui viennent demander. Ouais. Une personne je veux dire, une personne prostituée peut avoir, par exemple, une maison qu'elle vient de construire. Et donc, elle a besoin d'un acte de bénédiction et cela lui a accordé. Voilà. Très bien. On comprend. En tous les cas, les sujets donc, de société, de religion font partie, on va dire, des questions qui animent nos sociétés, qui justement nous mettent parfois en contradiction et les incompréhensions peuvent arriver. Ce que nous souhaitons, là, c'est que l'Église pose sur la table justement ces contradictions et regarde dans quelle mesure cela peut ne pas fragiliser la pratique de la foi chrétienne, la foi musulmane ou autre. Donc on voulait très rapidement parler. En tout cas, merci Yao Jules d'être venu nous éclairer un peu sur cette question et permettre de comprendre la position de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Donc on reste en stand-by, c'est cela? On aura la position assurément définitive dans les jours à venir. Merci de nous avoir suivis en disant au revoir à Isabelle, Élisée, Barry, Daouda, André, merci. Merci aux équipes rédactionnelles, aux équipes techniques, Maïra Sis, qui ont travaillé la réalisation, voilà, qui ont travaillé d'arrache-pied pour que ce programme puisse se tenir. On se dit au revoir et demain c'est un autre jour. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.